bien des Québécois, le nom Neuville évoque immanquablement le maïs. En effet, le maïs sucré de Neuville est renommé dans toute la province. Mais saviez-vous au fait depuis quand on pratique cette culture? Le maïs est une céréale des Amériques. Son aïeul végétal, le théocinthe, aurait plus de 10 000 ans. Le maïs à proprement parler existe depuis au moins 9 000 ans. Plusieurs souches se seraient développées simultanément en Amérique centrale et plus au sud, jusque dans les Andes. Au fil des ans, le maïs aurait progressé vers le nord du continent en suivant la fonte des glaces. Même si cela peut sembler étonnant de nos jours, les Amériques ont longtemps compté plusieurs centaines de variétés de maïs. Quelques cultivars anciens ont subsisté. Les archéologues en retrouvent au gré des fouilles, et parfois dans des sépultures anciennes. Le maïs n'est pas qu'une culture parmi tant d'autres. Il est l'aliment de base de nombreux peuples. Il est divinisé et honoré comme un important symbole de civilisation. Saviez-vous que dans plusieurs langues autochtones, son nom signifie d'ailleurs mère ou vie? En fait, le mot maïs, d'origine péruvienne, est utilisé partout. Sa propagation sur l'ensemble du continent américain, du sud jusqu'au nord, montre bien l'importance culturelle et symbolique de cette plante. Naturellement, les divers peuples développent diverses manières de le consommer. Par exemple, dans les Caraïbes, on le cuisine sous forme de galettes. Il faut d'abord laisser tremper les épis pendant environ 1 heure, puis les pilonner pour les réduire en pâte, qui est ensuite pétrie, façonnée en petites galettes et cuite sur une pierre chaude. On apprécie aussi les grains éclatés. Et oui, il y a longtemps que les Amérindiens connaissent l'art de souffler le maïs. Dans les diverses langues autochtones, il porte d'ailleurs le joli nom de maïs fleuri. Certaines communautés, notamment dans la zone côtière du golfe du Mexique, laissent fermenter des épis dans l'eau pour en faire une sorte de bière désaltérante et légèrement enivrante. En tant que céréale typiquement américaine, le maïs était totalement inconnu des autres continents avant les grandes explorations. Puisque les premiers explorateurs croyaient avoir abordé les rives de l'Inde, ils ont tout naturellement rebaptisé le maïs blé d'Inde, une erreur qui a fini par entrer dans le langage courant et qu'on utilise encore de nos jours. Plus près de nous, installés dans la vallée du Saint-Laurent depuis 6 000 ans, les peuples archaïques connaissent cette plante. Leurs descendants, les Iroquoiens du Saint-Laurent, sont même de remarquables horticulteurs. D'après les archéologues, les Iroquoiens auraient commencé à cultiver le maïs vers les années 1200. Lors de son voyage d'exploration en 1535, Jacques Cartier remarque qu'à Hochelaga, futur Montréal, les terres sont bien labourées et produisent du maïs. Chez les nations iroquoiennes, la culture du maïs est étroitement associée à celle de 2 autres plantes nourricières, le haricot et la courge. On appelle ce trio la culture des 3 sœurs. Le maïs sert de tuteur aux ramilles du haricot, les larges feuilles de la courge préservent l'humidité des racines du trio, tandis que le haricot fixe l'azote dans le sol au bénéfice du maïs et de la courge. D'un point de vue botanique, mais aussi nutritionnel, cette association s'avère très performante. Dès leur installation dans la vallée du Saint-Laurent, les colons français adoptent le maïs. Après tout, cette plante d'ici pousse beaucoup plus facilement que le blé importé d'Europe. Et son rendement est plus avantageux. À partir de quelques grains mis en terre, on obtient des épis fournissant plusieurs centaines de grains. À Neuville, le maïs est déjà bien présent. En 1668, il fait même partie du cens, cette sorte d'impôt en denrées que les censitaires doivent remettre à leur seigneur. Les habitants de la colonie aiment bien se régaler de blé d'Inde grillé sur le feu. Les grains peuvent être ajoutés à des salades crues ou mijotés dans des ragoûts, comme dans la sagamité amérindienne. Les Amérindiens ont montré aux colons à faire fleurir les grains dans la cendre chaude.
On y met de la graisse ou du beurre avec du sel et du poivre. On peut aussi le caraméliser avec du sucre. Il s'agit d'un régal très apprécié. La culture du maïs se concentre surtout sur la rive nord du Saint-Laurent. Elle demeure plutôt marginale dans les autres régions. Il existe peu de témoignages quant aux variétés qui sont présentes, mais on sait que vers 1750, le maïs cultivé entre Québec et Trois-Rivières est une variété produisant des épis de taille modeste qui portent moins de grains mais qui arrivent à maturité en 50 jours. Dans les années suivant la guerre de 7 ans, on remarque des changements dans les mœurs alimentaires de la vallée du Saint-Laurent, mais le maïs continue d'être cultivé, entre autres dans la région de Québec. La façon de le produire change assez peu au cours des générations qui suivent. Tout se fait bien sûr à la main. Si les manières de produire et de vendre le maïs ont changé, une belle tradition a persisté, l'épluchette. C'est une pratique qui découlerait des fêtes que les Amérindiens organisaient pour souligner la fin des récoltes. L'épluchette s'est répandue dans les campagnes québécoises dans le dernier tiers du 19e siècle. Un épi rouge trouvé leur permet de s'embrasser. Pendant longtemps et jusqu'aux années 1960, l'épluchette faisait même partie des rituels de fréquentation pour trouver mari ou femme. Au mois d'août, parents, amis et voisins se réunissaient pour se livrer à la corvée de l'épluchage des épis. L'un de ces épis avait été préalablement pigmenté de rouge, et la personne qui le trouvait pouvait ensuite embrasser l'élu de son choix. Les épis destinés à être mangés frais font l'objet des plus grands soins. L'amélioration des moyens de transport et surtout la réfrigération rendent possible une meilleure conservation du blé d'Inde et son acheminement dans un rayon beaucoup plus grand, jusque dans les marchés urbains. C'est ainsi que dans les années 1970, il devient possible de déguster du maïs de Neuville aussi loin qu'à Montréal. De nos jours, près de 11 millions de tonnes de maïs sont produites annuellement au Canada. Il y a 3 grands types de maïs, le maïs grain, le maïs à ensilage et le maïs sucré. Ce dernier est le plus rare. Un peu moins de 3000 fermes canadiennes en produisent. En raison de son fort ancrage historique et patrimonial, ainsi que de ses qualités qui en font une variété très prisée sur les marchés québécois à chaque année, le maïs sucré de Neuville pourrait bien obtenir une certification, plus précisément une IGP, Indication géographique protégée. Si la demande est acceptée, elle permettra de garantir aux consommateurs que le maïs de Neuville répond à des critères de très haute qualité. Et surtout, elle viendra reconnaître l'importance et l'unicité de cette culture patrimoniale québécoise. En définitive, ce grain ancestral a certainement de belles et grandes années devant lui.